Ce prix, il me ramène à ma solitude initiale et elle est totalement contredite par la suite de l'aventure, puisque ça a été qu'une ronde de regards et que cette ronde de regards collaborative, c'était la plus belle aventure de ma vie de cinéaste. Céline Sciamma remercie dans son discours la ronde de regard de ses différents collaborateurs lorsqu'elle reçoit à Cannes le prix du scénario pour Portrait de la jeune fille en feu. Cette ronde de regard à laquelle va s'ajouter le nôtre, celui de spectateurs, à qui on va apprendre à voir avec de meilleurs yeux. Qui regarde ? Qui est regardé ? Quel rapport de force se joue dans un regard ? Par exemple, lorsqu'on regarde des gens, ceux-ci existent pour nous dans notre champ de vision. Mais si quelqu'un se met à nous regarder, alors est-ce que la tendance va s'inverser ? Est-ce que nous serons à notre tour l'objet de son regard ? Le regard est une dynamique. Politiser son cinéma, c'est être conscient de ce que l'on filme. On ne le redira jamais assez, mais tout est politique. Parce que d'un point de vue purement prosaïque, faire du cinéma coûte trop cher pour ne pas être conscient de ce qu'on va filmer. Faire un film, c'est donc faire des choix. Filmer un corps de femme en la balayant de bas en haut quand elle rentre dans une pièce, c'est un choix. Filmer un cul qui twerk, c'est un choix. Nous immerger dans une salle de classe où des femmes peignent une femme et nous demander de prendre le temps de la regarder, c'en est un autre. Et c'est aussi simple que radical. Tout est une question de regard. Céline Sciamma est née le 17 novembre 1978 à Pontoise et ce qui me fascine d'emblée chez elle, c'est sa cinéphilie. On est face à une cinéaste qui affirme avoir développé très tôt un amour de la fiction autant que du cinéma en lui-même. En effet, Sciamma n'a jamais su qu'elle allait devenir réalisatrice et c'est pour la littérature et l'écriture qu'elle a toujours eu le plus d'affinité. Elle raconte néanmoins que, quand elle était plus jeune, elle percevait déjà le cinéma comme une forme d'échappatoire. Il faut alors s'intéresser à la période dans laquelle Sciamma a grandi, à savoir les années 80 à 90. On est alors dans une période où c'est principalement par la télévision, les VHS et la salle de cinéma qu'on se fait une culture cinématographique. On assiste alors à la culture de la télévision avec des rituels comme le film du dimanche soir ainsi qu'une forte culture de la VHS. Le cinéma permettait alors de se rassembler en famille autour d'un programme ou plus tard de s'abreuver de tous les films possibles et imaginables en louant des VHS au vidéoclub. Forte de cette tradition, il était donc logique que sa cinéphilie se soit fondée sur les films des années 80 à 90 qui ont façonné la pop culture actuelle, en plus de classiques du cinéma américain qu'elle a découvert grâce à sa famille. On est aujourd'hui en présence d'une réalisatrice qui refuse le clivage entre les films dits populaires et le cinéma d'élite. Sa cinéphilie mélange les genres, elle le revendique et ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Une cinéaste qui aime autant James Cameron que Tarkovsky, ça paraît tout de suite louche dans la vision française très étriquée du grand, du bon cinéma. C'est d'autant plus suspect qu'on a affaire à une cinéaste diplômée de la FEMIS, une des plus prestigieuses écoles de cinéma françaises, qui traîne la réputation de formater ses élèves dans un certain moule, à savoir le moule du cinéma d'auteur. L'avantage étant que Sciamma n'a pas fait la FEMIS pour devenir réalisatrice. En vérité, elle n'avait aucune idée qu'elle allait faire des films à l'époque, elle aimait juste écrire et étudier. Sciamma est entrée à la FEMIS dans la filière écriture après avoir fait des études de lettres car son désir premier était de devenir scénariste. On doit son premier film Naissance des pieuvres aux encouragements de Xavier Beauvois qui l'a poussé à mettre à l'image son scénario de fin d'études. Elle est aujourd'hui l'une des plus éminentes figures du cinéma français, merci Xavier, ce qui est d'autant plus un exploit si on réfléchit à la place des femmes dans l'industrie. Parce qu'il y en a peu, en vérité on parle même de 25% de réalisatrices cumulées sur une quinzaine d'années. Oui, par rapport à d'autres pays c'est beaucoup, mais si on remet ça en perspective de cumul, finalement c'est rien du tout. Son premier long métrage, Naissance des pieuvres, est sorti en 2007, Tomboy le second en 2011, Bande de filles en 2014, et enfin Portrait de la jeune fille en feu est sorti en septembre 2019, après une tournée de festivals, dont le Festival de Cannes. Sa filmographie est certes courte, mais dresse un bon tableau de ce qu'elle aime, ce qui la touche et ses influences. C'est l'une des cinéastes chez lesquelles on ressent le mieux l'amour du cinéma, la cinéphilie pure. Ses films font cohabiter des références classiques aussi bien que populaires, tout en créant quelque chose de nouveau et c'est d'une extrême rareté. Comme chaque cinéaste, Sciamma explore dans son œuvre des thématiques qui lui sont propres. Des thématiques si récurrentes chez elle que beaucoup parlent de trilogie par rapport à ses 3 premiers films. Tous les 3 questionnent la jeunesse sous différents aspects, la différence, elle aussi, qu'elle soit identitaire ou sociale, tout comme la notion de secret qui est un ressort narratif qu'elle aime beaucoup explorer. Sciamma se revendiquant ouvertement comme lesbienne, c'est aussi une absence de représentation au cinéma qui l'a poussée à écrire dans ses films à elle des personnages qui sortent des normes socioculturelles ou qui choisissent de questionner ces normes. Elle est devenue la cinéaste des marginaux parce qu'elle s'est toujours sentie marginalisée elle-même. C'est l'une des raisons qui ont fait que son travail a ensuite été plébiscité par la communauté LGBTQI+, puisqu'il alimente une contre-culture de l'image et de l'amour à l'écran, ou plutôt une culture tout court.
Pourtant, Sciamma explique qu'à l'époque de naissance des pieuvres, son premier film, elle n'était pas encore déconstruite dans son approche politique du cinéma. Pourtant, elle avait choisi un parti pris simple. Comment est-ce que je peux faire pour ne pas objectifier mes personnages féminins mineurs ? C'est le coming-of-age film de Céline Sciamma, inspiré de la tradition américaine. On y retrouve tout. Une absence d'emprise des figures d'autorité adultes, notamment les parents qu'on ne voit jamais, les vies de Marie et Florian comme flottant hors du temps dans leur propre bulle. On retrouve aussi le côté plus ravageur, le slut-shaming, la hiérarchie entre dominants et dominés, la popularité qui s'incarne par les personnes actives, les nageuses, et les outcasts qu'incarnent Marie et Anne, hors de l'eau, à l'extérieur de la piscine, à l'extérieur tout court. Lorsque Marie découvre le bassin pour la première fois, elle rentre dans l'eau et découvre ce qui s'y trame. Les adolescentes luttent en nageant pour rester à la surface. Naissance des pieuvres nous fait ainsi éprouver l'exercice imposé de la féminité et de la norme hétérosexuelle à un âge où on se cherche encore. Pour moi, c'est dans Tomboy que Sciamma va confirmer sa place de grande réalisatrice. Elle réussit à mes yeux deux prouesses avec son film, faire un film qui questionne l'identité de genre, à une époque où ces questions sont loin d'avoir l'importance qu'elles ont maintenant, tout en faisant de son héroïne une super héroïne. Elle explique alors que son parti pris pour le film était d'écrire une histoire qui soit hybride entre le film de super-héros et le film d'infiltré. Laure, le personnage principal, est une petite fille qui mène une double identité. Et si le temps d'un été, elle jouait au garçon. Elle se crée le personnage de Michael, qu'elle va incarner auprès de ses nouveaux amis. On retrouve la thématique du secret chez Céline Sciamma, mais qui l'aborde avec l'innocence du monde des enfants. Pour eux, ce n'est qu'un jeu. Il s'agit de montrer leur bulle, leur innocence, puis le contraste avec la façon dont les adultes perçoivent ce jeu. Tomboy parle d'expérimenter une autre identité, de questionner la notion même de genre, d'exclusion, d'inclusion et du sentiment d'appartenance. Le film a réalisé 200 000 entrées sur le sol français à sa sortie, ce qui n'est pas rien, et il a même été intégré à un dispositif de cinéma destiné aux enfants, avant d'être dénoncé par des associations parentales de droite qui ont demandé le retrait du film. C'est la décadence. Les enfants l'avaient pourtant adoré. Bande de filles, son troisième long métrage, réalise le trajet inverse de ses deux précédents films. Il s'agissait de faire passer une histoire du plan public au plan intime. Sciamma souhaitait raconter l'histoire d'une bande de filles, assez littéralement, car elle était fascinée par les groupes de jeunes filles noires qui occupent l'espace public. On alterne entre leur vie privée et la façon dont elles se dévoilent au monde. Il n'y avait pas de vocation à les mettre en scène uniquement dans leur cité. Au contraire, l'intérêt était de les mettre en scène dans tous les lieux où elles désiraient s'échapper. La menace de bande de filles est représentée par le patriarcat. Ces jeunes filles, bien que désireuses de liberté, sont souvent ramenées de force à leur vie privée, entourées de figures masculines, la cité étant gérée par des hommes. On en revient à la notion de secret qui est chère à la filmo de Sciamma, où elles doivent sortir en secret pour éviter les ennuis. Sciamma montre avec ce film ce que l'on préfère cacher. Comme Tomboy et Naissance des pieuvres, le film s'articule autour des désirs de ces personnages. Ce que ces jeunes filles veulent être, ce qu'elles désirent accomplir, à savoir s'élever dans la société. À noter cependant que la démarche de Sciamma n'est jamais une démarche moralisatrice. Elle a d'ailleurs horreur des messages dans les films. Elle ne fait pas des films pour faire passer des messages, mais cherche toujours à réaliser le tableau d'une situation. Elle préférera représenter une situation et la questionner, ce qui en soi est d'ores et déjà politique. C'est d'ailleurs l'une des marques de fabrique et ce qui fait de son cinéma un grand cinéma. Elle dévoile des gens, des situations, des catégories sociales. Portrait de la jeune fille en feu est donc en cela peut-être son film le plus explicitement politique, puisqu'il y a des images fortes qui rentrent en jeu. Si pour Sciamma faire des films c'est forcément politique, elle est également militante pour la parité dans le cinéma, étant l'une des figures de proue du collectif 50-50. C'est après s'être longtemps penchée, tout comme d'autres réalisatrices françaises, sur la façon de regarder les femmes au cinéma, qu'elle va elle-même ajouter sa pierre à l'édifice. Elle va passer de la théorie à la pratique. J'écoutais l'autre jour un podcast France Culture pour préparer cette vidéo. Céline Sciamma expliquait au micro de Marie Richeux que plusieurs choses figuraient dans les premières notes qu'elle avait prises pour préparer le film. Il y a écrit qu'il y aura l'océan, il y a écrit qu'il y aura des femmes qui chantent, il y a écrit qu'il y aura la Bretagne, ça c'est écrit, il y a écrit qu'il y aura Vivaldi, il y a écrit qu'il y aura une femme qui sera dans un cadre et qui passera dans le cadre de l'autre. Donc il y a déjà des scènes en réalité. Apparemment ça commence par les scènes. Il y avait le titre. Il y avait le titre aussi qui était sur cette première page. Ça m'a surprise de me rendre compte qu'il était là depuis le début. Le film s'est d'abord manifesté par des images, puis il a été alimenté par le désir d'écrire une histoire d'amour qui serait composée pour Adèle Haenel. Nous sommes en 1770 et l'on suit dans Portrait de la jeune fille en feu quelques semaines dans la vie de Marianne, une peintre. On lui a commandé le tableau de mariage d'Héloïse, une jeune femme qui a quitté le couvent pour être mariée à un inconnu. Héloïse refusant de poser pour échapper à son destin, Marianne a comme consigne de lui servir de dame de compagnie, de la regarder et de la peindre en secret. Sciamma a volontairement choisi de travailler sur un terrain où on ne l'attendait pas, le film d'époque. Réaliser un film de genre
genre est un pari risqué, surtout qu'en France, les films d'époque sont toujours plus ou moins des grosses productions en costume, en décor de studio, financés par Canal+, etc. Avec Portrait de la jeune fille en feu, le pari n'était donc pas tant de réaliser un film d'époque que de le faire avec peu de moyens. On le sait, les budgets alloués aux réalisatrices sont moindres par rapport à ceux alloués à leurs homologues masculins. Ça fait partie des contraintes avec lesquelles on doit composer. Mais je pense que l'on peut appliquer ici la philosophie « faire plus avec moins ». Il s'agissait de dépouiller le film d'époque au maximum pour n'en garder que la substance et ainsi pleinement mettre en lumière l'histoire que l'on va nous raconter. Siama raconte que pour Portrait, elle souhaitait mettre en scène une artiste au travail. Elle a choisi pour cela l'époque du XVIIIe siècle où, raconte-t-elle, elle était ignorante de la proportion de femmes peintres. On n'en compte pas moins d'une centaine en Occident. Ces femmes ont été bien entendu effacées de l'histoire de l'art avec un grand H, soit parce que le travail de femmes n'avait pas assez de valeur, soit parce que pour qu'on les laisse tranquilles, elles signaient leurs œuvres sous le nom des hommes qui les entouraient, leurs pères ou leurs époux. Elles étaient aussi plus amenées à réaliser des miniatures, petites œuvres qui sont plus à même de se faire acheter à des ventes aux enchères et donc d'intégrer des collections privées au lieu des musées. La volonté de Siama n'était donc pas de réaliser un biopic sur l'une de ses peintres, mais plutôt de créer de toutes pièces une femme qui puisse s'inscrire dans cette temporalité. Dans la scène d'ouverture de son Portrait de la jeune fille en feu, des traits sont tracés sur des toiles blanches. Des femmes sont en train de créer sur l'écran de cinéma. Puis, Céline Sciamma nous offre des regards de femmes. Elle nous offre à ses regards, des regards fascinés dans le silence d'une salle de classe. Ces regards se dirigent vers le hors-champ, créant ainsi pour le spectateur le désir de voir ce qu'elle regarde. Qui est cette femme que nous ne voyons pas et qui pourtant nous invite à prendre le temps de la regarder ? Sciamma invoque dès son ouverture cette notion de regard féminin qui va être au cœur de sa démarche pour le reste du film. Et si finalement le regard féminin c'était ça, créé en prenant le temps de regarder ? Mais s'il y a une notion de regard féminin qui a émergé somme toute assez récemment dans les consciences collectives, c'est parce qu'au départ, il y a un regard masculin. Le fameux male gaze, qu'Abdelatif Kechiche réfute et auquel il ne croit pas parce que ça ressemble à merguez et que ça le fait beaucoup rire. Le male gaze au cinéma a été théorisé par l'universitaire Laura Mulvey en 1975. Il définit la façon dont le cinéma considère les personnages féminins comme des objets en utilisant une approche psychanalytique. Son essai est vraiment passionnant, il s'appelle Visual Pleasures and Narrative Cinema et je ne peux que vous le conseiller. Mulvey théorise principalement une triangulation de regards qui s'opère dans l'unique but de générer du plaisir visuel. Les femmes dans les films sont regardées par la caméra, les personnages et les spectateurs. Les techniques du cinéma ont été construites autour du male gaze. De facto, le male gaze, c'est la convention. Elle s'aventure à la fin de son essai à imaginer une alternative à cette forme de cinéma, alternative que l'on nomme désormais le female gaze. Le female gaze n'est donc pas l'opposé absolu du male gaze comme on pourrait le croire. Ce dernier n'a d'ailleurs pas de réel opposé. Une femme tout autant qu'un homme peut créer du male gaze au sein d'un film, puisque nous avons tous baigné entourés par cette façon normée de représenter les choses au cinéma. De même que le female gaze n'est pas non plus l'apanage des femmes cinéastes. Il n'en vient pas qu'à nous d'en créer au cinéma pour renverser la balance. Un homme peut faire du female gaze aussi bien qu'une femme. Le female gaze se présente donc comme une alternative où, attendez, écoutez bien, on propose de considérer les personnages féminins comme des sujets et non plus comme des objets beaux à regarder. Faire du female gaze, c'est participer à la création d'un cinéma qui s'affranchit de ses conventions et les déconstruit. Le parti pris de Portrait est donc de faire un film où il n'y a pas d'objet du regard, seulement des sujets. Le female de female gaze ne fait pas référence à la personne qui crée ce regard, mais à la personne que l'on va suivre. On va suivre un regard féminin. Il nous demande de nous mettre dans la peau des femmes plutôt que de les regarder. Il nous fait expérimenter le féminin. Portrait de la jeune fille en feu s'articule autour d'un souvenir, et Sciamma choisit de commencer ce flashback en mer. Marianne, peintre, est secouée par une mer agitée et ses toiles tombent à l'eau. Elle n'hésite pas à sauter pour aller les récupérer, insérant ici une pensée forte au travail de Jane Campion sur la leçon de piano. Sciamma a d'ailleurs explicitement revendiqué la filiation avec ce film dans diverses interviews, élaborant sur le fait qu'elle souhaitait sans doute reprendre là où Campion s'était arrêté. Comme pour aller au bout de ce parti pris de regard féminin, le film se débarrasse de la présence masculine au bout de pile 5 minutes de film, après l'arrivée de Marianne en Bretagne. On ne reverra pas d'homme à l'écran pendant 1h40 de film. Chez Campion comme chez Sciamma, même la solitude se conjugue au féminin. Cependant, solitude ne veut pas non plus dire que le personnage de Marianne est livré à elle-même. Dans Portrait, la solitude de ces femmes sera a contrario synonyme d'émancipation. Elles sont seules, donc elles sont libres de faire ce qui leur plaît et de vivre pour elles. C'est à partir de là que Sciamma commence à détourner le genre du film historique pour en faire une fresque d'une modernité rare. Ainsi, en ne nous introduisant progressivement qu'à des personnages féminins, on redéfinit ce qu'est la norme. Leur subjectivité est ainsi
retrouver nous permet d'être en mesure de s'identifier à toutes ces femmes, aussi diverses soient-elles. Par ailleurs, quelques scènes plus loin, Marianne rencontre son employeuse. Plusieurs choses dans cette scène. Premièrement, la caractérisation de la mère. Celle-ci est interprétée par Valeria Golino, et en soi, montrer une femme de plus de 50 ans à l'écran est déjà un geste politique. Surtout, on nous montre ici que son âge n'est pas une fatalité. Au contraire, elle fait preuve d'un esprit vif et est consciente qu'en promettant sa fille en mariage, elle va l'enfermer dans un étau patriarcal. Mais elle fait tout pour que son sort soit moins douloureux que le sien, en s'offrant à elle comme à sa fille la possibilité de partir vivre des jours meilleurs à Milan. Nous sommes en présence de deux femmes qui discutent de ce qu'elles désirent, et c'est rare, surtout en ce qui concerne le personnage de la mère. On s'attend à rencontrer une aristocrate aigrie, mais l'écriture déjoue nos attentes. Elle ne se parle pas d'employeuse à employé, mais de femme à femme. La présupposée hiérarchie, une verticalité entre les personnages, disparaît pour laisser place à une horizontalité. C'est en abolissant les dynamiques de pouvoir qu'on accède à des rapports égalitaires. Troisièmement, en quelques phrases, Siama a explicité l'importance du regard féminin pour immortaliser le vécu des femmes. Elles partiront si et seulement si Marianne parvient à la peindre. Héloïse a épuisé le peintre qui a précédé Marianne, qui était un homme. Elle espère donc que Marianne sera à même de la peindre avec justesse, ce qui nous amène au dernier enjeu de la scène, le secret. Elle devra peindre Héloïse sans qu'elle le sache, en la regardant et en se souvenant. Entrent ensuite des enjeux de désir et de regard, amenés par une prouesse d'écriture lorsqu'Héloïse nous apparaît pour la première fois. On m'a appris en cours de cinéma que le plus important, c'est la première apparition d'un personnage. C'est une règle qui se confirme chez Siama puisque pour nous révéler le personnage d'Héloïse, elle a choisi d'articuler la scène autour d'une progression du désir de voir, de la voir. On nous prépare à la première apparition d'Héloïse depuis l'arrivée de Marianne au château, puisqu'elle demande à Sophie de lui parler de sa jeune maîtresse. On ne connaît toujours pas son visage et pourtant on fait référence à sa présence en la nommant indirectement, en rencontrant sa mère, en voyant l'une des robes qu'elle va porter. Mais où est-elle? À quoi ressemble-t-elle? Pour nous, spectateurs, rien de sorcier en apparence, puisqu'on sait d'emblée qu'il s'agit d'Adèle Haenel. Elle est sur l'affiche, on l'a vue dans d'autres films, on la connaît et on connaît son visage. L'enjeu de ce début de film va être de donner l'impression qu'on la découvre pour la première fois, l'enjeu va être de nous faire redécouvrir le visage d'Adèle Haenel. La construction de cette scène est à mon sens d'une perfection absolue. Héloïse n'est au départ qu'une ombre, une silhouette enfouie sous une cape, au bas d'un escalier. On découvre sa silhouette presque de plein pied, puis la caméra va se mouvoir plus près d'elle et se resserrer autour de son buste. Elle est toujours de dos. On suit Héloïse par un travelling avant et Marianne par un travelling arrière. Marianne l'observe et on voit ce qu'elle voit. On vit la scène du point de vue de Marianne, qui découvre pour la première fois la femme qu'elle va devoir peindre. Les enjeux sont donc conséquents. Puis le pas s'accélère et la capuche tombe. On découvre des cheveux blonds. La caméra se rapproche encore un peu pour être en plan épaule. Enfin, les enjeux de la scène s'intensifient puisqu'Héloïse ne marche plus, elle court. On est passé du mystère entourant son personnage à la fascination, puis à la peur de ce qui va lui arriver si elle se jette du haut de la falaise. Enfin seulement, on découvre son visage et sa première réplique. Ça fait des années que je rêve de faire ça. Mourir. Courir. Et c'est comme ça qu'on gagne un prix du scénario à Cannes et qu'on installe un personnage, merci d'être venu à mon TED Talk. Plus tard dans le film, c'est un personnage déjà installé qui va enfin s'incarner, Sophie, écrite à contre-emploi de son personnage de servante. On l'accompagne se faire avorter par un personnage crédité au générique comme étant la faiseuse d'ange. Cette scène d'avortement est sans doute l'un des moments les plus politiques, importants et beaux du film. Déjà simplement parce qu'on montre rarement l'acte d'avorter à l'écran, et lorsqu'il est représenté, c'est souvent par le biais de séquences violentes, gore, dures. Il y a toujours une violence sous-jacente qui accompagne cet acte, qui n'est pas anodin. Chez Siama, on est dans une absence totale de jugement. Il y a l'enjeu de représenter cet acte, mais aussi la façon de le faire, avec une bienveillance que l'on n'attendrait pas forcément. En l'occurrence, dans Portrait, le personnage central de la scène n'est finalement pas Sophie. Chez la faiseuse d'ange, on allonge Sophie sur un lit, sur lequel se trouve un bébé. L'acte est filmé par un top shot en plan épaule sur Sophie. Elle est au centre du cadre, on nous montre ses crispements de douleur. Et puis une petite main lui attrape le pouce. C'est une scène magnifique mais qui s'adapte également au vécu de chacun. La lecture de cette scène est ouverte, il n'y a pas selon moi de bonne façon de la comprendre, parce que ça ne nous regarde pas et que la scène est juste douce. Et la scène suivante est une réponse parfaite à cet avortement. Il faut désormais le représenter. Héloïse demande à Marianne de peindre une reconstitution de la scène, parce que c'est un acte de la vie des femmes qui n'existe pas dans la peinture, parce que c'est un acte qu'on ne voit pas alors qu'il concerne une grande partie de femmes. Parce que représenter un avortement, c'est politique. C'est redonner du pouvoir, du poids à la vie des femmes. Des femmes se rassemblent autour du feu et commencent à harmoniser les unes avec les autres sur des paroles en latin. C'est tout l'imaginaire des sorcières que Siama invoque à cet instant précis, les replaçant dans un contexte historique idéal. Elle leur rend également leur statut de femme savante, puisque c'est Sophie qui est venue les voir pour savoir comment avorter. On entend Fugere non possum. Ils ne savent pas voler. Cette image de vol fait elle aussi référence à la sorcellerie, mais c'est pour citer Nietzsche que Siama a choisi ces mots. Il écrit dans Aurore « Ne pas oublier,
plus nous nous élevons, plus nous paraissons petits au regard de ceux qui ne savent pas voler. C'est autour de cette forme de sabbat que la sororité va s'incarner et qu'on va chanter. C'est à partir de là que tout s'embrase. C'est le maître mot de la démarche de Céline Sciamma. Avant tout, elle a voulu écrire, avec Portrait de la jeune fille en feu, une histoire d'amour. La naissance d'un amour, l'évolution de cet amour, l'amour sur le plan intellectuel, puis le désir qui ouvre sur un plan charnel. L'amour qui n'est pas forcément évident comme un coup de foudre. L'amour, ce n'est pas un état constant, c'est un sentiment en perpétuel changement. Il survient, il nous consume, et puis il disparaît. Peut-être. L'ingéniosité de Portrait de la jeune fille en feu réside dans le fait que dès la première scène, on sait qu'Héloïse et Marianne ne finissent pas ensemble. On navigue entre deux temporalités, le présent de l'action et le présent du souvenir. Je me permets de digresser, mais en cela, Portrait, c'est un peu le Titanic de Céline Sciamma. On retrouve d'ailleurs à un moment une scène empruntée à Titanic, mais détournée. Héloïse demande à Marianne une image d'elle, et elle va se dessiner nue dans une position qui rappelle celle de Rose, allongée sur le divan. Cette fois, c'est l'artiste qui réalise un autoportrait. C'est la femme qui se réapproprie son image, fermez la parenthèse. Les sentiments de Marianne eux-mêmes subissent des changements. Lorsque l'on retourne au présent avec ses élèves, elle s'étonne que l'une d'entre elles l'ait dessinée si triste. Elle précise qu'elle ne l'est plus. Le regard des personnages évolue au cours du film. D'abord le professionnalisme dans les yeux de Marianne, dans la façon dont elle regarde Héloïse. Puis la fascination, la curiosité. Puis le désir. Enfin le regret et la résignation. Mais toujours le souvenir de cet amour. Héloïse n'a pas connu l'amour dans le film et demande ce que ça fait. Je veux dire, qu'est-ce que ça fait? Sciamma le résume plutôt bien. C'est ça que ça fait. Cela pose alors une question aussi théorique que pratique. Comment filmer le désir? Comment rendre compte de cette phase si particulière du sentiment amoureux? Rapport à l'aspect technique du film, pour rendre compte du désir charnel et de la montée de désir chez les personnages, Sciamma a confié au magazine 3 Couleurs avoir choisi de tourner son film en 8K. Il s'agissait pour elle et sa chef opératrice Claire Maton de mettre en avant les peaux des comédiennes. Elle s'est ainsi assurée d'avoir la possibilité de rendre compte de leur rougeur, leurs palpitations, de la dimension physique de leur amour. C'est une des prouesses que le film a accompli chez moi. À chaque fois que je l'ai vu, et ça fait 4 fois, il m'a fait respirer plus vite. L'échange de leur premier baiser est aussi un moment d'une rare intensité. Il commence par un raccord mouvement sur Héloïse qui attrape la main de Marianne pour gravir les rochers de la plage. On est dans une séquence épique et qui commence d'ailleurs par un plan séquence. Puis le rythme ralentit. Héloïse disparaît au détour d'un rocher et Marianne la rejoint. L'optique de Sciamma pour cette scène de baiser était de faire en sorte que ça soit ressenti à la caméra comme une première fois, comme un vrai premier baiser. D'où l'astuce des étoiles sur leur visage. Elles se rapprochent, le plan se resserre. Puis on remarque que leurs respirations font se soulever leurs étoiles jusqu'à ce que la tension explose et qu'elles se découvrent pour s'embrasser d'un consentement tacite. Et le premier qui vient me dire que le film n'est pas sexy, je lui casse la gueule. La chorégraphie des sons, je vais appeler ça comme ça, est le deuxième élément que Sciamma a choisi pour filmer le désir. Le film commence par du son, le bruit des fusains sur une toile, et finit par de la musique. L'été de Vivaldi. Puis on nous immerge en pleine mer avec le bruit des vagues. On se retrouve ensuite au coin du feu avec le crépitement de la cheminée. Portrait est un film qui a un rythme vraiment très particulier, presque chorégraphique. I would say to Noémie, it's a 6 step to her. It's not 8, it's not 7, it's 6. This is how we're going to create melody and the rhythm. You're going to her and it's going to be like... And then I want you also to breathe in a certain rhythm. Like if you end the scene with an expiration or an inspiration, it's really not the same. On en appelle à notre mémoire sensorielle pour capter la naissance du désir dans le film. À chaque fois que je l'ai vu, j'ai eu l'impression de redécouvrir mes sens. J'ai eu l'impression d'écouter pour la première fois plutôt que d'entendre, de regarder plutôt que de voir, de sentir la chaleur monter dans mon corps plutôt que de rester passif. C'est toute cette musicalité qui ressort de Portrait de la jeune fille en feu. Comme quoi le désir peut être une affaire d'intelligence plutôt que de nudité gratuite. A noter aussi que malgré cette intelligence caractéristique du cinéma de Sciamma, le film n'est pas lourd pour autant. Et en vérité, il ne l'est jamais, en dehors de ses enjeux dramatiques. On est toujours dans la légèreté et souvent même dans l'humour. Elle est toujours drôle et imprévisible parce que c'est aussi ça qui caractérise les histoires d'amour. Vous avez essayé d'être drôle? En cela, Portrait de la jeune fille en feu prend à contre-pied tout ce qu'on nous a déjà montré sur les romances lesbiennes au cinéma. Tout d'abord, elles sont sous-représentées, mais surtout quand elles le sont, la tradition semble imposer qu'on les punisse pour leur supposée déviance. Sciamma étant elle-même lesbienne, elle a vécu ces mauvaises représentations et même cette absence de représentation. On comprend très tôt que le cinéma est un miroir de la réalité, le cinéma est un art très formateur, surtout quand on est un jeune spectateur. Ne pas se sentir représenté peut être ressenti comme une violence assez personnelle. Le même plan personnel qui fait qu'on prend un film très à cœur quand on parvient à s'y identifier. C'est dire à quel point ça peut faire mal.
Souvent même, on oscille entre la désolation par rapport au manque d'identification que ça peut engendrer et la colère quand on constate que les modèles qui nous sont offerts sont à des lieues de la réalité. On nous présente donc rarement des histoires d'amour lesbiennes qui finissent bien, à de rares exceptions près. C'est comme s'il existait implicitement une dichotomie à laquelle il ne fallait pas déroger, de lesbiennes sacrifiées ou fantasmées, mais rien au milieu. Elles ont été souvent cachées, c'était des secrets entre les films et les spectatrices. Et elles étaient souvent des personnages obsessionnels et maladifs qui aimaient dans l'ombre et dans le secret. Ensuite, elles ont pu exister, elles ont souvent été punies. Beaucoup de sacrifices de lesbiennes au cinéma, à la faveur du Code Ice, mais pas seulement. Et puis ensuite, elles ont été aussi souvent filmées par des hommes. Portrait a donc été lu par certains comme une histoire d'amour impossible, ce que Siama réfute. Elle souligne qu'au contraire, il s'agit d'un amour possible. L'intelligence a été de ne pas incarner d'opposants à cette relation dans le film. Héloïse et Marianne ne se battent pas contre la société, contre leurs parents, contre tout cela. Elles se battent contre le temps. Il s'agit donc de les accompagner dans le moment présent. Lorsqu'elles se retrouvent dans la dernière scène du film, on comprend qu'elles ne sont certes pas restées ensemble, mais qu'elles ont toutes les deux vécu leur vie aussi pleinement que possible. On constate alors qu'au cinéma, en tout cas en France, lorsqu'on sort du male gaze et de visions de femmes fantasmées, on se sent un peu perdu. Des femmes qui font les ciseaux pendant 10 minutes, oui, deux femmes en corsage entre qui naît un désir, non. Chiale, putain, chiale! Quand il s'agit de filmer l'amour entre femmes, on se retrouve avec des romances lesbiennes filmées pour des yeux d'hommes hétérosexuels. C'est là que le regard masculin installe une norme et prend le dessus. C'est là qu'il va être difficile de briser les conventions, surtout pour conquérir le public qui est habitué à ces images sexualisées. Car bien qu'il ait rencontré un succès fou à l'étranger, Portrait de la jeune fille en feu n'a pas rencontré son public en France. J'aimerais expliquer ça par une différence de culture, mais ce serait vraiment de la mauvaise foi. Il est vrai que la culture queer est beaucoup plus développée par exemple sur les territoires anglophones plutôt qu'en France, où nous sommes encore très en retard, malgré une très récente prise de conscience de ces problématiques par la majorité. Mais ça ne peut pas être que ça. Je dirais qu'il y a deux choses qui ont joué par rapport à sa réception critique. La première chose qui a pu générer un blocage, je crois, c'est la différence de traitement entre la bande-annonce française et la bande-annonce étrangère. Il n'a jamais vu son visage. Pourquoi refuse-t-elle d'être peinte? Parce qu'elle refuse ce mariage. Vous allez devoir la peindre sans qu'elle le sache. Elle pense que vous êtes une compagne de promenade pour quelques jours. Elle a épuisé déjà un peintre avant vous. Que s'est-il passé? Je ne sais pas. Elle vous attend. Cette différence de traitement traduit principalement que la France n'a pas su identifier le public du film. Au lieu de cibler le grand public comme on aurait dû le faire, on a projeté sur le film une dimension autorisante et, osons le dire, chiante. C'est pas moi, hein, c'est le cinoche français qui est comme ça. Allez hop, deuxième volet. La fille sur le toit en feu. Oh, le titre. Parce que forcément, on va pouvoir apposer en pré-roll l'icône du Festival de Cannes, donc on va refaire la bande-annonce d'un Sils Maria, par exemple. Bah oui, c'est sans doute le même public, pensez-vous. Encore que même la bande-annonce de Sils Maria donnait plus envie de voir le film. La bande-annonce de Portrait donne l'impression d'un drame historique vu et revu et efface presque complètement les idées visuelles de Siama. L'intelligence de la bande-annonce étrangère a été de cibler le grand public en changeant totalement le rythme, et moi qui viens du montage à la base, je peux vous dire qu'un bon trailer assurera plus d'entrées en salle qu'une bonne histoire. La deuxième chose, et je ne m'attarderai pas dessus, est que le cinéma français, dans l'industrie comme dans la critique, cache à peine son sexisme. Vraiment très peu. 220 films, et il y a combien il y a de nominations? 12 pour J'accuse. Non mais je vous entends. Être une femme qui réalise un film sur des femmes, sans aucun homme et sans nudité grotesque, ça ne plaît pas. C'est très drôle parce qu'on a d'ailleurs reproché à Siama que le film manquait de sensualité, on lui a même dit qu'elle avait peur de filmer du sexe. Moi, ce qui me manque un peu, c'est le feu du titre. Le film est censé mettre en scène une passion amoureuse. Où est la chair? Où sont les larmes? Il y a une scène d'amour qui est ellipsée. C'est-à-dire que la seule scène de fusion charnelle qu'elle aurait pu mettre en scène, elle ne la filme pas. Oui, c'est un mélo ou c'est pas un mélo? For instance, they tell me, the film is lacking sex. I'm like, oh, I tried to make this very epidemic, erotic film. And they say, you're not brave enough. You're afraid. Like, I'm afraid. I'm afraid. I'm afraid? Arrêtez-moi si je me trompe, il me semble que le film incarne tout sauf la peur de faire du cinéma. Contrairement à ce qu'on en dit, il y a bel et bien une scène de sexe dans Portrait. Une scène qui bouleverse nos habitudes visuelles et culturelles, certes, mais qui existe. Un doigt dans une aisselle. Il y a donc bien pénétration. On respecte les codes, mais simplement on décale le regard.
L'héritage phallocentré est balayé pour laisser place à la création de nouvelles images. On découvre un nouveau lexique de la sensualité et du sexe au cinéma sans avoir besoin de filmer des vulves en gros plan. Je peux donc comprendre que certains restent un peu sur le bord de la route. Je me suis posé un bon moment la question du choix des prénoms en pensant à Marianne et Héloïse. Pourquoi sont-elles nommées ainsi ? C'est rarement une question que je me pose et pourtant j'en suis arrivée à une exégèse du film qui me plaît assez. Portrait serait pour moi une relecture de l'histoire d'Héloïse et Abélard. Héloïse était nonne et Abélard était professeur, un homme de lettres. On retrouve encore ce rapport à l'art, si cher à Portrait de la jeune fille en feu, tout comme la notion d'enfermement et d'éloignement d'Héloïse qui est au couvent avant l'action du film. Héloïse, curieuse et assoiffée de savoir, va s'éprendre de son professeur et ils vont s'aimer passionnément avant qu'Héloïse ne tombe enceinte. Ils choisissent finalement la séparation et Héloïse retourne reprendre ses vœux au couvent puisque leur relation a fait scandale. Abélard, quant à lui, devient moine. Leur amour continuera néanmoins sous la forme d'une correspondance épistolaire qui a depuis été publiée et a rendu connue leur histoire. Tout comme dans Portrait de la jeune fille en feu, on est dans une variation sur un amour possible. Les deux amants se sont aimés passionnément et ont continué de s'aimer, bien que séparés. On érige cette histoire comme celle d'un amour tragique et impossible, à la Roméo et Juliette, pourtant chacun d'eux a connu un amour puissant et véritable qui perdurera dans leurs échanges. C'est par la littérature qu'ils se sont aimés et c'est par l'écriture qu'ils vont garder cette flamme en vie. C'est par l'art également que, chez Sciamma, Marianne comprend qu'Héloïse pense toujours à elle et l'aimera sans doute pour toujours, par la fameuse mention de la page 28 qui figure sur le tableau final. C'est bel et bien l'art qui lie les thématiques de Portrait de la jeune fille en feu entre elles. Céline Sciamma utilise plusieurs formes d'art pour parler des problématiques de classe et mettre en exergue l'envie des héroïnes de s'en émanciper. Le film fait dialoguer 3 formes d'art et chacune va avoir son utilité narrative ou visuelle. La peinture tout d'abord, bien sûr la peinture. Le film est basé sur la peinture. La peinture symbolise la création de leur amour sur le plan physique. C'est une histoire de gestes, de techniques, de toucher. La peinture est un art palpable qui a des aspérités, du relief, des textures, comme la peau que l'on effleure. Et on a une chance folle puisque non seulement le film parle de peinture, mais en plus il est une gigantesque fresque de plans composés comme des tableaux. C'est à la chef opératrice Claire Mathon qu'on les doit, qui a mérité amplement son César de la meilleure photographie. De même qu'elle a collaboré avec son équipe pour réaliser ce film, Sciamma s'applique à capturer le processus créatif non pas comme un rapport de domination intellectuelle de l'artiste sur sa muse, mais comme une collaboration. L'art est déconstruit pour devenir égalitaire. Marianne est d'abord désarçonnée par le regard critique d'Héloïse sur son portrait, puis l'accepte. Le second tableau est plus réussi que le premier, non pas parce que Marianne connaît mieux son modèle, mais parce qu'Héloïse a participé à son élaboration. On retourne dans cette ronde de regard dont Sciamma parlait à Cannes. Plus largement, le film pose la question de la place des femmes artistes. L'activité de peintre de Marianne en fait l'alter ego de Céline Sciamma de par sa volonté de voir le monde en rendant universel ce regard féminin. Tout l'intérêt est ici de casser les codes du cinéma qui prônent la culture d'un regard faussement neutre. Comme on l'a vu, il n'y a pas de neutralité, juste l'intériorisation d'une norme masculine. Puis il y a la musique qui va convoquer non seulement la puissance des émotions, mais aussi nous ramener à une notion de classisme. En effet, Héloïse vient de la campagne et n'a accès qu'à la musique de l'orgue à l'église, que Marianne qualifie de musique des morts. Elle, venant de Paris, a déjà eu la chance d'écouter un orchestre jouer. Lorsque Marianne essaie de rejouer Vivaldi au clavecin, elle explique à Héloïse, qui n'a jamais entendu de musique, ce que chaque partie du morceau signifie. Elle parle de la tempête, de l'agitation des insectes, c'est ce morceau qui va sceller leurs sentiments l'une pour l'autre, et c'est sur ce morceau que le film va se terminer. De même que la puissance de la musique est ressentie lorsque l'on entend Fuggere non possum au milieu du film. Le morceau intervient dans un cadre de prise de pouvoir, d'autant plus que la première partie du film est absente de musique. C'est d'autant plus foudroyant. Enfin, la littérature, avec la lecture du mythe grec d'Orphée et Eurydice. Cette scène est elle aussi un point central du film, et pourtant Sciamma a expliqué dans des interviews que ce fil rouge n'est intervenu que très tard dans son processus d'écriture. En effet, cette scène est d'une simplicité, mais d'une efficacité redoutable. Marianne et Sophie sont pendues aux lèvres d'Héloïse, qui leur fait la lecture du mythe. Orphée a l'opportunité de sortir Eurydice des enfers, mais pour cela il ne doit pas se retourner avant d'en être sorti ou elle disparaîtra. Orphée, qui n'en pouvait plus d'attendre, s'est retourné et a vu sa bien-aimée disparaître devant lui. Développer ce mythe au sein du film permet plusieurs choses. Tout d'abord, explorer la dynamique entre le trio de personnages, bien entendu. Sciamma a avoué qu'elle voulait insérer dans son film un moment Netflix and chill. On retrouve donc notre trio dans la cuisine à débattre de ce récit. Elles développent leur théorie en s'affranchissant des conventions à nouveau, cette fois-ci littéraires. Elles conjecturent. Et si c'était elle qui lui avait demandé de se retourner? Mais surtout, il permet à Sciamma de développer discrètement un autre genre dans son film. Portrait de la jeune fille en feu, de son ouverture à son dernier plan, peut être lu comme un film fantastique. Depuis le début, tout était là. La demeure recluse, le froid de la Bretagne, la grisaille, le vent, la nuit, la lumière d'une bougie ou d'un foyer de cheminée qui éclaire les scènes.
la mort de la sœur d'Héloïse qui s'est jetée d'une falaise. Le choix de Sophie d'interrompre sa grossesse. La veillée nocturne où Héloïse prend feu et devient littéralement la jeune fille en feu, comme une apparition. Et puis il y a le fantôme d'Héloïse, très explicite, qui me renvoie personnellement à Manuel de Oliveira et son étrange affaire Angelica. Le film raconte l'histoire d'un photographe qui doit réaliser la photo mortuaire d'une jeune femme décédée, mais va tomber amoureux de son image. Celle-ci va prendre vie et le hanter. On est déjà sur une réécriture de Laura de Preminger, mais malgré ça, ça me rappelle quand même des choses. Le film emprunte lui aussi beaucoup à la peinture, puisqu'il met en scène une variation filmée du tableau Au-dessus de la ville de Marc Chagall, et comme dans Portrait, l'apparition fantomatique va apparaître en surcadrage dans l'image. La translucidité des matières, les tons froids de la lumière, le teint diaphane d'Adèle Haenel, tout me rapporte ici à ce film. C'est très personnel, Oliveira étant loin d'avoir inventé cette image précise du fantôme, mais comme il s'agit sans doute de la somme d'un héritage compilé en littérature, peinture et cinéma, je préfère m'arrêter sur cette image, c'est beaucoup plus simple. Je n'oublie pas non plus l'âge d'or du cinéma de genre fantastique français, porté par Georges Franju, Jean Cocteau, Eugène Laurier et beaucoup d'autres. Il ne s'agirait pas d'omettre de préciser que c'est la France qui a été le berceau du cinéma fantastique, car c'est une notion qu'on peut oublier vu qu'aujourd'hui le cinéma de genre est relayé au statut de cinéma commun, vulgaire, pas rentable. Siama évoque également dans le commentaire audio de Portrait une autre référence, oubliée mais pourtant française, le jeu vidéo point and click Alone in the Dark. On est entre deux traditions, le jeu vidéo des années 90, Alone in the Dark, le point and click, ou l'escape room plus récemment, c'est-à-dire on découvre tous les objets qui vont ensuite servir au personnage. Portrait faisant dialoguer une multitude de formes d'art entre eux, que ce soit dans sa diégèse ou dans sa réalisation, je me pose donc logiquement la question des connexions entre les films de Siama elle-même. Est-ce qu'il n'y aurait pas une connexion entre ces deux films avec Adèle Haenel, par exemple? En plus, quand tu meurs, la dernière chose que tu vois, elle reste imprimée dans ton œil. Un peu comme une photo. T'imagines le nombre de personnes qui ont des plafonds dans les yeux? Cette phrase de naissance des pieuvres m'a marquée et je pense que si on penche suffisamment la tête, elle peut être très liée à Portrait. Le fantôme d'Héloïse qui vient hanter le récit de Marianne, c'est comme si on évoquait sa mort symbolique. Elle s'est retournée et c'est la dernière chose qu'il a vue. Nietzsche parlait de ceux qui ne savent pas voler, mais il disait aussi autre chose, ne pas oublier. C'est en cela que la dernière scène, ce dernier plan séquence sur Adèle Haenel, est aussi brutale et nous prend autant aux tripes. Elle n'est pas émue parce qu'elle entend un orchestre, elle est émue parce qu'elle aussi, elle se souvient. Quand sait-on que c'est fini? À un moment, on s'arrête. Une question subsiste malgré tout. Qui est la jeune fille en feu du film? De quel portrait parle-t-on vraiment? À cela, plusieurs réponses et interprétations s'offrent à nous. La première, bien entendu, est que la jeune fille en feu ne soit autre qu'Héloïse. Une réponse simple à une question simple. Après tout, c'est son portrait qui est en jeu tout au long du film. Même d'un point de vue très littéral, elle va se révéler comme une jeune fille littéralement en feu au cours de la séquence de la veillée nocturne. C'est aussi son tableau sans visage qui prend feu lors d'une magnifique séquence du film, ce qui suggère que l'on met aussi le feu à son souvenir. Ce serait donc une possibilité. Une autre option, moins simple, serait de considérer que la jeune fille en feu du film soit Marianne. Le portrait éponyme du film est prétendument celui d'Héloïse, mais la mise en scène nous suggère autre chose. C'est en effet Marianne qui porte la flamme tout au long du film. À chacune de ses apparitions, elle est montrée près du feu, qu'il soit derrière elle, dans sa main ou de son côté du plan. Héloïse souligne, critique par rapport à son premier portrait, qu'elle se moque qu'il ne lui ressemble pas, mais qu'elle trouve triste qu'il ne ressemble pas à Marianne. Un portrait, une œuvre quelle qu'elle soit, serait-elle donc par défaut un autoportrait ? Cette dernière scène, c'est celle pour laquelle je fais le film. Dans son commentaire audio, Siama révèle que la dernière scène du film est en réalité la première à avoir été écrite. Il y a tout. Il y a la surprise, l'exaltation, le cœur qui bat, l'attente, la mélancolie, la concentration, le rouge qui monte aux joues, le souvenir, la tristesse et la respiration qui se fait plus profonde. Toutes les attitudes d'une femme que l'on a bien connue, que l'on a aimé regarder, que l'on a aimé tout court. Mais il y a aussi des choses qu'on ne lui connaissait pas et qui se découvrent. Peut-être parce qu'elles sont des nouveautés, comme cette ride au coin de l'œil. Peut-être aussi qu'elles sont des choses que l'on n'avait pas su voir et qui restaient à comprendre.
Dans Portrait, Marianne réalise ainsi 2 portraits d'Héloïse. Il s'agit certes d'un ressort narratif pour passer davantage de temps avec elle et mettre l'emphase sur la collaboration entre l'artiste et son modèle, puisqu'il permet au tableau d'être complet, plus abouti, d'être représentatif tout simplement. Mais ce geste d'écrire la réalisation de 2 portraits, en mettant en scène Adèle Haenel et en écrivant le film avec elle en tête, peut être lu autrement. Sans outrepasser les limites de la vie privée, il serait idiot de fermer les yeux sur la relation que Céline Sciamma et Adèle Haenel ont partagée pendant plusieurs années. On les sait séparés aujourd'hui, mais je pense que c'est cette relation qui a été le moteur pour l'écriture du film. Sciamma parle de la place de l'artiste, de la place de la muse, d'une relation collaborative et amoureuse entre 2 femmes. Portrait est, pour moi, l'ultime déclaration d'amour de Céline Sciamma à Adèle Haenel. This is also the result of the most passionate, loving, critical, painful, fun, endless conversation in my life. So Adèle Haenel, this is ours. Le film signe la seconde collaboration artistique entre Haenel et Sciamma. Le premier portrait d'Héloïse peut donc être vu comme étant Naissance des pieuvres, le premier long métrage de Sciamma. Il n'était donc ni représentatif de Sciamma, ni représentatif d'Haenel, qui tient là encore un rôle où elle est un personnage désiré, suscitant la fascination du personnage principal. Lors de cette scène pivot où Héloïse critique son portrait et dit à Marianne que ça ne lui ressemble pas, si c'est comme ça qu'elle la voit, Marianne lui rétorque qu'il y a des conventions à respecter, comme pour la réalisation d'un premier film. Portrait serait donc le second portrait d'Adèle Haenel que Sciamma réalise pour lui rendre justice, pour mieux la représenter. Ce n'est pas pour rien si, à mes yeux, le premier portrait d'Héloïse a l'air plus sage, plus enfantin et juvénile que le second. Sur le second, on reconnaît mieux la Adèle Haenel de 28 ans au moment du tournage, d'où la page 28. Son visage est plus marqué, plus grave, plus sérieux, plus réaliste. La jeune fille en feu, également, peut-être que c'est simplement celle qui vit selon ses désirs malgré les injonctions. C'est d'ailleurs cette image du portrait de la jeune fille en feu qui a été repris pendant les manifestations féministes de ce 8 mars 2020, suite à la victoire de Polanski au César. Cette cérémonie, je ne vais pas en parler en long, en large et en travers, elle qui a récompensé le travail d'un Roman Polanski encore en cavale auprès de la police criminelle pour viol. Mais cette récompense a été vécue comme un crachat à la figure des femmes qui créent, des femmes qui s'expriment. Symboliquement, leurs paroles ne comptent donc pas. C'est la réalité du cinéma français à l'heure actuelle, et c'est aussi ça, la honte. Portrait de la jeune fille en feu fait partie des films français que l'on ne mérite pas en France, et pourtant desquels on a terriblement besoin. La jeune fille en feu, qui est-elle en définitive ? Le portrait de la jeune fille en feu, c'est celui de celle qui a la rage de vivre coûte que coûte. Le portrait pourrait très bien s'appliquer à toutes les femmes qui tentent de vivre pour elles-mêmes et faire entendre leur voix envers et contre tout. C'est peut-être Adèle Haenel, c'est peut-être Céline Sciamma, c'est peut-être moi, c'est peut-être vous.